Yo, salut tout le monde, ce changement de musique abrupt. Bienvenue pour une nouvelle émission de la Team WeWeb. Aujourd'hui, je suis avec Joyce, qui me fait plaisir et l'honneur de venir à tous les derniers lives. Je pense que ça y est, maintenant c'est une résidente officielle. En mode Formule 1. C'est pour ça En que j'ai mode mis Formule mon... 1. En mode... Ouais, parce que il y a une private joke dans la boîte. Moi, en fait, quand je l'ai vu avec son casque, ça m'a rappelé. Je regardais la série de Formule 1 sur Netflix, et elle me rappelait Chris Horner dans les paddocks. Donc c'est devenu un mème. Mais oui, oh voilà, comme dit Xavier, t'es une pilote d'avion en fait, carrément. En plus, là, je suis chez mes parents, ils ont fait des travaux au grenier, du coup, il fait 15 degrés. Donc, je suis bien couverte, C'est j'ai pour tout le ça. style qu'il faut aujourd'hui, quoi. Mais il fait froid là, c'est bizarre ce qui se passe. Les giboulées d'avril, c'est bien connu. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle émission où on continue à nouveau le template prélo, parce qu'on s'était dit qu'on allait le faire jusqu'au bout, et ça vous intéressait de voir la construction d'un template de A à Z. Donc on va continuer. Je vais sûrement, durant cette session, par contre, utiliser des designs qu'on a déjà fait pour gagner un peu de temps sur la partie design, parce que là, ça fait 2-3 lives qu'on est dessus, c'est un peu long. Comme ça, on va pouvoir passer à la partie logique et vous montrer d'autres choses. Et j'ai pas dit bonjour à tout le monde. Salut Xavier et salut Jess. Je vois qu'il y a du monde du batch d'experts. Donc vous, malheureusement, vous avez déjà vu le template, parce que, spoiler alert, ils sont en train de... On a notre premier batch d'experts de WeWeb qui a été mis en place, et je leur ai montré comment justement construire ce template de A à Z. Donc il n'y aura pas grand chose de nouveau pour eux, malheureusement, mais n'hésitez pas à partager maintenant si vous avez des tips, parce que vous avez commencé à bien jouer avec WeWeb, c'est le moment. Et d'ailleurs, je remercie beaucoup Amine d'avoir fait un live où il présente son projet en public, et je crois que Xavier a commencé à faire la même chose, ou va le faire bientôt. Il me semble que j'ai vu la vidéo passer, mais je suis pas sûr qu'il ait commencé. On est là parce qu'on vous aime, c'est gentil. C'était très très cool le live d'Amine, j'adore le ton, c'est très détendu, c'est très très chill et... Ouais, je trouve ça top, donc si vous avez l'occasion de le suivre, c'est le vendredi à 13h, je crois, Amine, si je me trompe, corrige-moi, mais voilà, c'est vraiment chouette. Ouais, c'était très cool. Puis c'est bien de voir aussi là où les gens ont plus de mal. La prochaine fois, j'essayerai d'être dessus aussi, j'avais pas le temps. Parce que malheureusement, Amine est tombé sur 2 bugs en même pas 10 minutes. Mais bon, c'est ça, nous on met des... Mais On rajoute de quand la t'es un vrai complexité. WeWeber, c'est ça, quoi. Quand t'es un vrai WeWeber, c'est le passage, c'est le rituel d'admission. Exactement. Et après, ça passe, tout se passe bien. Exactement. Et Xavier a fait une session ce matin, du coup. Bah, faudra que j'aille la voir. Je me disais bien que j'avais vu la miniature et ça me ressemblait au projet que tu m'avais envoyé au niveau des bases de données, donc je vais aller voir ça de ce pas. Et Amine nous confirme que c'est le vendredi à 13h. Parfait. Salut Frécofou, salut tout le monde. On va pas plus tarder et je vais vous montrer mon écran. Hop là. Alors, Xavier me dit que c'était plus de la réflexion et de la modélisation ce matin. On voit la personne qui a l'habitude de jouer avec des grosses bases de données. C'est bien. Alors, mon écran, bim. Et je vais faire un truc, c'est que je vais vous afficher ça et afficher ça. Voilà. Donc, parce que j'ai eu du feedback de la formation, c'était très cool qu'on ne voyait pas ma souris et qu'on voyait pas forcément les shortcuts. Du coup, je me suis équipé en conséquence. Et normalement, vous allez voir, vous devriez mieux voir. Donc j'ai ce cercle, je sais pas s'il est assez gros d'ailleurs. Et les shortcuts, typiquement, vous allez les voir apparaître en haut. Alors on voit vraiment tout ce que je fais et que Spotlight fait n'importe quoi. Merci les Mac. L'écran est pas partagé, là. Ah bah oui, je suis bête, j'ai pas le partage automatique. Voilà, je parle depuis tout à l'heure, mais en gros, j'ai ce petit truc autour de ma souris. Et normalement, les shortcuts, voilà, ils sont visibles en haut. Hop là. Qu'est-ce que me dit Pétard après l'eau. Je viens en observateur prendre de l'avance. Tu viens en observateur pour... c'est-à-dire... Toi aussi tu fais un projet avec WeWeb? On n'est pas au courant, il y a trop de projets avec WeWeb. Presque visible, c'est-à-dire, faut que je le mette plus gros. Vas-y, on va pimper ça. Hop là. Apparence. Taille, on va mettre normal. Largeur de bordure, moyen. Ça devrait être plus visible.
Hop, forcément, je l'ai pas activé. Hop là. Ouais, là, c'est mieux. Ah! Non, mais je passe chez Preload. Ah, mais je me disais, il y a Preload dans le username. Donc si je passe sur WeWeb, je serai ready. Nice. Ah là là. Ouais, je sais pas pourquoi mon cerveau a pas tilté. Les shortcuts, on les voit aussi, c'est bon? Si je les mets trop gros, j'ai peur que ça prenne la moitié de l'écran à chaque fois. Hop là. Ok. Alors, on en était où? On avait rajouté nos éléments de formulaire. Je sais pas si on avait rajouté la modale. On va pas. Et on avait créé les cartes. On n'avait pas mis la pagination. Et je crois qu'on n'avait pas vraiment lancé la recherche. On va pouvoir faire ça. Il me semble que là, la data... On avait rajouté la pagination. On n'a pas mis de sort, donc j'ai juste rajouté le fait que les maisons s'affichent dans l'ordre alphabétique. Normalement, c'est déjà le cas parce que c'est l'ordre de Airtable, mais pour être sûr. On save and test, voilà, ok. Hop, c'est bien maintenant, vous allez pouvoir me voir rage click. Chaque fois que je clique 15 fois, c'est visible. Et ce qu'on va faire, c'est... Déjà, on va rajouter la pagination. Alors la pagination, pour ceux qui connaissent pas, ici dans notre liste, on a mis une pagination, donc on peut afficher les maisons de notre Airtable 9 par 9. Parce que si vous vous souvenez bien, dans Airtable, qui est ici, vous voyez qu'on en a 29. Donc, pas mal, je vais zoomer un petit peu. Hop là. J'ai même un peu trop zoomé, on va dézoomer. Hop, putain. Voilà. Vous voyez qu'on a 29 maisons, et le problème c'est que, bon là on en a que 29, ça passe, mais si dans les faits on en avait une centaine, déjà le navigateur il serait un peu en PLS. Donc ce qu'on fait, c'est que WeWeb peut paginer les collections de données, mais du coup il faut rajouter une pagination pour laisser l'utilisateur pouvoir naviguer dans ces données. Et pour ce faire, si je retourne dans WeWeb, on a un élément, ici, hop, dans le toolkit qui s'appelle Paginator. Et je peux le drag and dropper, je vais le drag and dropper en bas. Voilà. Et vous voyez, du coup ici, je vais mettre une marge, ce sera mieux. Hop, on va se mettre une marge top and bottom. Bon, sur les côtés c'est bien, on va faire ça. Et vous voyez donc ici j'ai un paginator qui automatiquement affiche des nombres avec des flèches. Et ça en fait, il n'y a pas besoin de le gérer soi-même, c'est automatique. Si on dit à WeWeb par exemple, je sélectionne l'élément paginator et que je lui dis qu'il dépend de la collection des properties, vous voyez qu'il va s'adapter au nombre de pages, là il y a 4 pages. Et ce qu'il va faire, c'est qu'à chaque fois, là où la collection est affichée sur la page, il va changer la pagination à chaque fois qu'on la change via le paginator. Donc si par exemple je clique sur page 2, vous voyez qu'ici j'ai la deuxième page de ma collection, et si je vais sur 4, j'ai les dernières maisons. Donc ça c'est géré automatiquement, vous pouvez le styliser, mais vous n'avez pas besoin de vous embêter avec gérer la pagination selon chaque page et générer le bon nombre de pages. On le fait pour vous. Donc ça c'est fait, je vais le laisser comme ça pour l'instant. Et ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut commencer à se faire une recherche en rajoutant la donnée dont on a besoin dans les selects. Donc il me semble qu'on avait utilisé la donnée des régions. Ouais, c'est ça. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais rajouter la donnée des types de maisons, du nombre de chambres et le prix minimum et maximum. J'ai pas besoin de données parce qu'en fait, c'est tout simplement comparer ce qu'il y a dans le champ avec la valeur qu'il y a dans chaque maison. Donc pour ce faire, je vais rajouter mes collections. Comme d'hab, n'hésitez pas à poser des questions et à nous faire revenir en arrière ou si vous ne comprenez pas tout ce que je raconte ou si je vais trop vite. Donc là, je m'étais dit, je prends les types de maisons, property types, je vais rester au singulier. Hop, source Airtable. Est-ce que les autres je les ai mis en cached? Je les ai mis en dynamique, on va peut-être les mettre en cached pour éviter de péter Airtable. Hop, properties cached. Voilà, comme ça. Alors cached, pareil, ceux qui nous suivent depuis un moment savent à quoi ça sert, c'est tout simplement on met des données en cache pour
ne pas avoir à requêter 150 fois Airtable par exemple et éviter d'exploser leur API. Donc elles sont en cache sur une base de données chez nous. Et là je vais prendre les types de maisons. Xavier nous dit le catch c'est une version en version payante maintenant, non? Ouais, tu peux l'utiliser en... On peut l'utiliser en gratuit si je me trompe pas. Joyce, tu vas peut-être confirmer. Je crois que si tu publies, c'est dans la partie, dans le plan scale, il me semble. Oui, voilà. C'est qu'en gros, tant que tu construis dans WeWeb et que tu ne publies pas ton site sur Internet, enfin ton app, tout est gratuit. Mais quand tu publies, par contre, si tu utilises Catched, tu seras dans le deuxième plan, tu seras pas dans le premier plan, le starter. Parce que, ouais, nous, ça nous coûte un peu d'argent de l'héberger sur nos bases de données. Et on considère que c'est une propriété un peu plus enterprise. Hop, alors là, je vais chercher Prelo. Table. Property type. Ça, c'est bon. On va pas mettre de pagination, c'est bon, j'ai tous mes types. Je vais les sortir par order. Parce que souvenez-vous, dans la base Airtable, j'ai mis un ordre pour les types. Pour pouvoir les trier, mais pas de manière alphabétique. Hop. Alors Maël demande si on peut avoir un scroll-up automatique lorsque tu changes de page, donc pour la pagination. En fait, tu ne changeras pas de page, il me semble. Et pour le scroll-up automatique, du coup, tu pourrais avoir un workflow, en fait, où quand tu cliques sur la flèche next ou sur un numéro de la pagination, tu pourrais rajouter, pour l'instant, ce serait du custom JS, où tu pourrais ajouter un petit peu de JS pour que ça remonte. Il faudrait rajouter un workflow ici. Et je pense que ce serait on click. Je suis pas sûr que ça va pas entrer en collision avec le paginator. Bah, tu sais quoi, on va essayer. Sinon, on le rajoutera à la roadmap. Et là, je peux faire du custom JavaScript parce qu'on peut pas le faire en no-code, mais il faudrait un scroll top. Et si je fais scroll top of page JavaScript, je pense que Stack Overflow va direct me donner une réponse que je vais copier-coller. Voilà, la classique. Donc ça dit JavaScript de scroller top au niveau du début du body de la page, donc à 0 pixels. Donc normalement ça revient en haut de ta page. Donc on va tester. Hop là, on colle. Et on va tester, tu sais quoi. Et puis si on casse tout, on verra bien. Bah ça marche. Voilà. Donc pour l'instant on peut faire ça avec du custom JS. Et je pense qu'on va rajouter dans la roadmap une petite action no-code scroll top ou scroll to. Ouais, moi j'en ai eu besoin pour la doc user. Du coup, l'équipe tech est bien au courant. Ah, nice. Ça se fait ship comme des fous en ce moment. Je crois qu'on fait clair. 2 mises en prod par semaine, c'est n'importe quoi. Moi j'en peux plus, je dois écrire les changelogs, j'en peux plus. Du coup, les types de maisons. On va aller dans le select, dans les settings. Les options, je vais les lier. Ah oui, il faut que je mette data ici. Donc property types.data. Hop là. Donc là, vous voyez que j'ai tous mes types avec le nom et l'ID. Et ce que je vais faire, c'est que je vais display les noms. Mais en value, je vais prendre l'ID Airtable. Pourquoi? Parce que souvenez-vous ici, en fait, mon type qui est là-bas, en fait, c'est une table qui est liée à une autre table dans Airtable. Donc là, visuellement, il vous montre tous manoir, villa moderne et tout. Mais en fait, ce qui se passe dans la base de données, c'est qu'uniquement l'ID est stocké. Il n'y a pas écrit manoir, par exemple, dans mes maisons. Je vais vous montrer ça assez visuellement. Par exemple, si je vais, hop, dans ma collection de maisons, de properties, vous voyez que, par exemple, si je vais dans la première maison, si je vais dans type, j'ai uniquement les ID. Donc c'est pour ça que moi, en valeur, dans le select, je vais prendre les ID. Comme ça, je vais pouvoir faire l'ID sélectionné est égal à l'ID dans la maison, par exemple. Avant de faire ça, je vais rajouter le nombre de chambres. Il y a Namine qui demande s'il y a la possibilité de reset le drop-down. Donc je ne sais pas s'ils l'ont shippé ou s'ils sont en train de... ou si c'est dans la semaine. Ils sont en train de le faire, je crois. Je crois qu'ils sont en train de le faire.
Mais oui, ce sera possible. En fait, c'était Oui. possible, on l'avait retiré pour des raisons techniques, parce que ça rentrait en conflit avec d'autres choses qu'on voulait faire. Mais en fait, on se rend compte que nos utilisateurs en ont trop besoin. Du coup, on le remet. Ah, montrer comment fonctionne le init value, je vais faire ça tout de suite. Pam, 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 pam. Par exemple ici, admettons que mon init value, je veux pas mettre tous dans le type, j'ai envie de mettre chalet de montagne. Comment je fais? Alors, il faut que je récupère la valeur du champ que j'ai envie d'afficher. Donc c'est bien le value field, c'est pas le display. Donc soit je copie-colle l'id Airtable par exemple de chalet de montagne, soit je peux aller le chercher dans ma donnée. Et je vais dire par exemple, je vais dans mes property types, dans ma data. Alors là le premier c'est le 0 c'est tous, donc je vais prendre le 1 c'est chalet de montagne. Et si je mets l'id, voilà. Tu vois en fait là il y a chalet de montagne qui vient de s'afficher. Pourquoi? Parce qu'en fait la init value c'est l'id qui est utilisé dans le value field de chalet de montagne. Donc en fait, il va matcher, ce que va faire Weevil, c'est qu'il va matcher, il va dire ok, tu veux que j'affiche en premier le champ dont la value est égale à telle chose, et il va t'afficher la display value. Et il me semble que même... Ouais, pardon, vas-y. Dans quel cas est-ce que toi tu le ferais en dur? Est-ce que tu copie-collerais genre l'id en dur? Et dans quel cas tu irais chercher, enfin sachant qu'il y a un risque, par exemple, si tu changes ton sort, ça va plus être chalet de montagne qui est le id 1. Toi tu... Je change mon sort, ça va plus être chalet de montagne qui est l'id 1. Enfin, tu as là ta property types, data, enfin, et t'as le deuxième objet, enfin le deuxième item dans la liste. Bah, je le mettrai en dur. En fait, je le mets en dur typiquement quand j'ai des petites listes. Ok. Ah, attends, je t'entends plus, Joyce. Tu m'entends plus? Non, là c'est bon. Okay. Mais avant, t'as parlé, t'as fait des signes. Non, je pense que j'ai juste fait ça. Mais du coup, ouais, tu mettrais plutôt en dur si t'as une petite liste. Si j'ai une petite liste, je mettrais en dur. Et si j'ai une liste, typiquement, où le display value ont la même valeur, ça peut arriver. Ouais, après Xavier, il propose... ouais, on pourrait avoir une formule qui va chercher le nom aussi, effectivement. Une formule qui va chercher le nom, c'est-à-dire? Si on a... Enfin, j'imagine qu'il veut dire qu'on pourrait aller chercher chalet de montagne avec une formule. Ah! La string chalet de montagne. Oui, je pense. Je vois pas trop parce qu'il te faudrait l'id. Il faudrait que tu fasses un... Si, bien vu. Tu sais quoi, on va essayer de le faire. On se met des challenges. Si je vais dans un array et que je fais un key is true or equal to value. Si je fais un filter by key, il me semble. Flo est dans le chat, il va nous corriger. D'ailleurs, Flo vient de balancer des trucs, faudra qu'on lise. J'ai pas lu ce qu'il a dit. Mais si je fais un filter by key sur ma collection... Flo, il dit que pardon, le reset, le drop-down est déjà fait. Je crois que c'est ça qui... Comment on fait? Je ne sais pas comment on fait. Il nous expliquera. Non, c'est juste qu'ils ont remis le action change variable value. Enfin, ils ont remis la possibilité de faire ça dans les workflows. Donc si je fais un filter by key et que dans property types... Attends, comment ça marche déjà le filter by key? Je vais aller voir la description. Là, tu cherches le nom de la colonne. Enfin, la clé. La clé, c'est... Est-ce que c'est name avec un N minuscule ou majuscule? Minuscule. Donc là, je vais mettre name. Et là, je cherche pour que la value, ce soit... On va la copier-coller. Chalet de montagne. Voilà. Et là, du coup, j'ai bien... Bah, ça marche, du coup, Xavier. Là, j'ai bien l'objet avec chalet de montagne. Et typiquement, comme ça reste un objet, je peux faire un point ID. Pourquoi ça pose je pense qu'il faut le crochet 0 avant, non? Bah non, j'ai qu'un seul objet. Ah oui, ça reste une liste. Crochet 0. Point ID. Voilà, et là j'ai l'ID du chalet de montagne. Donc bien vu, on peut faire comme ça avec le nom Xavier. Si tu veux le dernier de la liste par exemple, ou la plus grande valeur si c'est un integer. Oula. Alors là je pense qu'il faudrait utiliser une variable, faire un workflow à la page, avec un itérateur qui vient juste d'arriver. Je suis en train d'y réfléchir en même temps que vous. Comment je ferais ça? Je veux le dernier.
Alors là, déjà, j'aimerais bien avoir du Python, mais je peux pas parce que pour prendre le dernier élément d'une liste, tu prends l'index -1, mais ça n'existe pas en JavaScript. Je pourrais On a tricher, utiliser du getByIndex, JavaScript. ça marche pas si avec la formule getByIndex? GetByIndex, je pense pas qu'il te fasse les index négatifs. Ah. Flo va confirmer. Ça n'existe pas dans le monde du JavaScript. En fait, dans le monde du JavaScript, ce qu'il faut que tu fasses, c'est qu'il faut que tu prennes la longueur de ton array et que tu fasses -1 pour avoir le dernier index. Tu l'as en JavaScript? Oula, attends, je suis en train de créer des débats dans le chat. Comment on l'a en JavaScript? C'est nouveau alors. Oui, je sais que j'ai la length. Mais je vous laissais te faire 100. -1, tu as le dernier. Ok, bon, on va tester ça tout de suite. Vous savez quoi? Hop, on enlève le filter by key. Hop. Vas-y. -1. Undefined. Je me demande si c'est parce que c'est pas le -1 de... On n'interprète pas le moins. Ah, length -1. Oui, voilà, length -1. Mais en Python, tu peux littéralement faire crochet -1. Ou -2, -3. Et en fait, il va dans l'autre sens. Et ça, c'est le feu. Mais bon, je vais arrêter avec le Python. Parce qu'il n'y a pas ça dans le navigateur. Alors, si je fais length -1, j'ai 9. Donc, si ça, je fais un getByIndex qui demande en premier l'array. Donc, l'array, c'est la liste des property types. Ensuite, je lui donne l'index qui est length de property types data -1, donc c'est 9. Donc normalement, j'ai le dernier élément de ma liste, de mon array. Et si je fais ça, j'ai maison provençale, donc j'ai bien le dernier. Et du coup, si pardon, si je Flo fais nous .id, rappelle c'est bon. qu'on a aussi la length dans les métadatas de la collection. Si on n'a pas envie de taper le property types data -1. C'est vrai. Au lieu de faire ça, je peux faire property types data length 10. Je suis obligé de faire -1. Et là, ensuite, vous voyez que j'ai bien maison provençale, le dernier. Et du coup, si je veux uniquement l'ID, je fais .id. Et voilà, là, j'ai maison provençale. J'aime bien les petits challenges comme ça, là, continuer. Ça me donne des idées de... En plus, ça me fait réfléchir sur le moment. Alors, j'ai total. Alors, le truc, Flo, c'est qu'on a expliqué pendant la formation la différence entre length et total. Et la différence, c'est pas simple. C'est qu'en fait, justement, là, ça sert pas grand-chose. Ça sert plus, par exemple, dans les properties. Quand on a une pagination, length, c'est la longueur de la page. Donc, par exemple, pour properties, ce serait 9. Je vais vous montrer ça tout de suite. Properties data. Ah non, c'est 29, mais attends, parce que... Aurélie nous avait expliqué que c'était 9. Ah oui, voilà, ok, d'accord. Là, ce qui se passe, c'est que j'ai la longueur de la liste, donc 29, length, qu'on met aussi dans total quand il y a une pagination. Donc total, c'est pareil, c'est le nombre d'éléments qu'il y a au total dans la collection. Et limite, c'est le nombre d'éléments qu'il y a par rapport à la pagination. Et offset, c'est la page sur laquelle on est. Donc là, par exemple, si on offset de... Je me demande si on est page 1, ça offset de 1, ou si on est page 1, ça offset de 9, du coup. Du nombre d'éléments. On va répondre aussi. Mais du coup, ouais, ça dépend de la pagination. Alors que dans chaque liste, dans les collections, vous voyez ici, vous pouvez utiliser la length. Bah du coup, voilà. Donc on peut laisser maison provençale. Moi, je vais enlever, je vais laisser tous par défaut. Ensuite, le nombre de chambres, il faut que j'utilise la collection du nombre de chambres. Elle est dans Property Sleeping Rooms. Vous voyez qu'il y a juste une collection avec un nom et une valeur. Elle n'est pas liée à mes properties. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans les properties, les maisons, j'ai le nombre de chambres qui est ici, Sleeping Rooms. Et ce que je vais faire, c'est juste comparer la valeur de Property Sleeping Rooms avec la chambre de la maison. Hop, donc si je fais Property Sleeping Rooms, je vais dans Airtable, je mets ça en Cached. Je prends un nouveau prélo. Hop, Sleeping Room, Continue. Pas de pagination. Je sors par valeur. Normalement, c'est déjà bon. Voilà. Et ce que je vais faire, c'est que chambre, pareil, je vais lier à cette nouvelle collection.
Là, c'est bon. J'ai ma chienne qui a décidé de pleurer pile pendant le live. On J'espère que vous l'entend l'entendez pas. pas. Non, Non, c'est on bon. l'entend pas. Sayona. Chut. Eh. Ça y est, Est-ce elle qu'elle m'a te dit je fait vais aller en son promenade. petit regard de chien battu, Là, elle me fait son regard de chien battu de ouf. Je peux pas vous la montrer. Attendez. Allez, viens. Dis bonjour aux gens. Le chien battu, elle est là. Ça, c'est le chien qui va aller en promenade tout le temps pendant les lives ou les calls. Et le reste du temps, il dort. Elle est beaucoup trop mignonne. Display, je vais mettre le nom et value, la value. Et là, normalement, si je fais ça, boum, voilà, j'ai le nombre de chambres. Et dans ma variable, ah, je sais pourquoi ça saute. C'est le bug qu'on a actuellement. On a un bug en ce moment, les values, ça va être corrigé demain, je crois. Flo va peut-être confirmer. Mais en fait, quand la valeur, c'est pas une chaîne de caractères, c'est un chiffre, le champ saute. C'est un truc qu'on a depuis pas longtemps, on est en train de le corriger. Donc pour l'instant, on va pas prendre en compte ce champ. Il marchera demain. Il marchera pour le prochain live. C'est pas grave. Et le prix min et le prix max, du coup, j'ai juste besoin du nom de l'élément parce que j'ai pas besoin de le lier à une collection. J'utilise tout texte en attendant. Le truc ici dans le value flow, c'est qu'on peut pas mettre de formule. Je peux pas mettre tout texte. Hein. D'ailleurs, c'est très chiant qu'on puisse pas mettre de formule en display et en value. Ça m'aurait bien servi. Ouais, voilà. Donc, please, monsieur le CPO, si on peut mettre des formules ici. Je prends. Mais c'est pas grave, on va pas mettre le nombre de chambres pour l'instant, on va faire la recherche avec le reste. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'ici, les champs dans les formulaires, automatiquement, ils créent des variables dans WeWeb qui portent le nom du champ -value. Donc là, vous voyez, par exemple, mon champ s'appelle property type. Et si ici, je vais dans le navigateur, dans les variables, je vais le pin d'ailleurs, vous voyez que j'ai une variable ici, property type value. Et si je vais en preview, que je change pour mettre par exemple bien en centre-ville, vous voyez que la value, c'est l'ID Airtable. Donc c'est bien le bon ID. Si je change automatiquement, hop, l'ID est changé. Si je vais par exemple sur... Ah bah tiens, mes régions sont cassées. Hop, on va mettre les régions tout de suite. Voilà. Donc, je vais mettre le nom et l'ID encore une fois. Et là, pareil, si je me change la région, pour mettre Centre-Val de Loire, vous voyez que l'ID change. Et en fait, ce que je peux faire, c'est que je peux utiliser ces variables pour les filtrer ma collection de maisons en temps réel. Ça marche aussi avec le prix min et max. Hein. Vous voyez la min price, max price, value. Automatiquement, si je change le prix en mode 123, ici c'est 123, et si je fais pareil dans le max, 546, voilà, vous voyez, c'est changé. Donc ce qu'on va faire, déjà je vais remettre tout ça à 0, hop, 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 c'est qu'on va utiliser ces variables dans la collection. Comment on fait? On va dans Data, on retourne dans Properties. Xavier propose de mettre 2 fois la display value juste pour la démo, pour qu'on puisse voir. J'ai pas compris moi. Ah, j'ai compris. C'est que par exemple ici, si je mets, au lieu de mettre name, enfin au lieu de mettre ID, je mets name, vous allez voir la différence. En fait là, si je sélectionne chalet de montagne, on voit bien que la valeur c'est chalet de montagne. Ouais, c'est plus explicite, il a raison. Maison bourgeoise, maison bourgeoise. Donc quand je disais que l'ID changeait, c'est parce qu'en fait c'est l'ID qui correspond à cette valeur que nous on utilise en value. Mais vous voyez que ça change bien en fonction de ce qu'on sélectionne dans le champ select. Si je mets tous, j'ai tous, et ainsi de suite. Maison provençale. Donc ça fonctionne. Mais là, ce que je veux en vrai, c'est pas le nom du champ, c'est l'ID. Hop. Ensuite, je peux retourner dans Data. Je peux aller dans Filter. Et ce que je vais faire, c'est que je vais commencer à créer des filtres de données selon ce qui a été rentré dans ces champs. Donc par exemple, j'ai envie d'avoir les maisons dont le type contient le type qui a été rentré dans le formulaire. Comment faire ça? Je vais pas mettre une valeur en dur ici. Je vais le binder, donc utiliser le petit icône de prise. Et ça, je vais le lier à une variable.
Et cette variable, typiquement, ce serait ici property type. Et en fait, ce qu'on lui dit, c'est filtre uniquement sur les maisons dont le type contient le type qui est sélectionné actuellement dans la variable. Là, ça marchera pas parce que d'ailleurs, c'est pas l'ID. Donc, je vais bien vérifier que ce soit l'ID qui soit pris en compte. Hop. Voilà, je vais changer. Je vais retourner là. Filter. Voilà, là, c'est un ID. Et si je teste normalement, ça va me donner uniquement les maisons qui correspondent. Ouais, voilà. Vous voyez, j'en ai plus que 1, 2... Ben, j'en ai plus que 5. Oui, maintenant, c'est marqué dessus. Donc ça fonctionne. Et ce que je peux faire maintenant, ça c'est une nouveauté, c'est qu'avant il fallait faire un apply if, donc c'est lui dire applique cette condition sinon seulement si la variable contient quelque chose. Parce que par exemple quand l'internaute arrive sur la page pour la première fois, le champ select il est vide, donc il n'y a aucune valeur. Et au lieu de faire ça, on a fait un raccourci, c'est ignore if empty. Donc là si la valeur property type value elle est vide, le filtre ne s'appliquera pas. Donc là si je fais un save and test, c'est bon. Je peux faire la même chose avec la région. Donc region contains region value. Hop, ignore if empty. Et maintenant, je peux faire aussi mes prix. Donc là, par exemple, price. Je veux qu'il soit supérieur ou égal au prix minimum, donc au min price. D'ailleurs, je me demande, Flo, là je viens de mettre les champs à... J'ai pas de chiffres, donc du coup c'est un not a number en JavaScript. Je me demande si ignore if empty considère les not a number. On va tester ça tout de suite. Et ben il semblerait que oui, donc c'est très cool. Et price inférieur ou égal à mon max price. Ignore if empty. Ensuite, maintenant, il me reste à faire une chose, parce que vous voyez, ici, ça devrait fonctionner. Si je change le filtre, ça devrait changer les maisons. Or, c'est pas le cas. Pourquoi? Parce qu'on a fait nos filtres au niveau de la collection. Et en fait, ces filtres ne sont appliqués que quand on dit à WeWeb d'aller chercher la donnée dans le back-end. Ils vont pas être automatiquement exécutés. Donc, il nous reste une chose à faire. C'est un workflow qui dit à WeWeb quand recharger la collection, auquel cas il va appliquer les filtres en temps réel. Ça, pour ce faire, on va aller sur le bouton OK, qui est ici, et on va lui rajouter un workflow. Donc, ce sera execute search. Quand on clique sur le bouton, et la seule chose qu'on va vouloir faire, c'est fetch une collection, donc aller rechercher à nouveau une collection, et c'est la collection properties. Et si je fais ça, par exemple, et que je mets villa en bord de mer, voilà, ça a changé. Si je mets chalet de montagne, ça change. Maintenant, si je mets, je vais essayer de trouver une région où il y a des chalets de montagne, sachant que j'ai fait la liste complètement aléatoirement, donc il pourrait y en avoir dans des régions qui n'ont pas de montagne. Si je mets Auvergne, j'ai pas de maison. Voilà, super. Bourgogne, super. Provence, voilà, j'ai 2 maisons. Et du coup, les 2 filtres sont exécutés en même temps. Et celui du prix marche aussi. Là, je vais me remettre sur toutes les maisons. Donc si par exemple, je mets un prix maximum à, je sais pas, 150 000. 1, 2, 3. Voilà, j'ai que les maisons qui sont en dessous de 150 000 euros. Et pareil, si à nouveau, je cherche des maisons moins de 150 000 euros, maisons de campagne. J'en ai pas. Manoir. J'en ai 2. Donc voilà, là on a fait notre recherche de manière basique. Après, il y aurait un moyen aussi de... Je vais passer sur l'autre page, là, la page de chaque propriété. Mais ce qu'on pourra faire à terme, c'est aussi rajouter un texte pour dire quand il n'y a pas de maison, la recherche n'a donné aucun résultat. On peut mettre aussi un petit loader quand la collection est en train de charger. Mais ça, globalement, c'est des trucs assez simples à faire au niveau du design que je vous montrerai peut-être dans un prochain live. Parce que là, j'aimerais bien vous montrer comment faire la page des properties. Donc quand on clique sur une carte, on arrive sur la page de la maison. Je regarde tout ce qui s'est passé dans le chat, parce que je vois qu'il y a plein de choses qui viennent de popper. Qu'est-ce qu'elle nous dit, Flo?
compliqué de mettre les formules à cet endroit. En revanche, tu peux travailler la donnée avec l'iterator for loop au chargement de la page maintenant. Pas très utile pour ce use case, mais bon à savoir. Ok. Ouais, en gros, maintenant, comme on a un itérator comme... je dis encore integromat, mais make, on pourrait passer sur toute la donnée au moment du chargement de la page et la convertir en texte, par exemple, pour notre select qui n'accepte pas de nombre, mais ça en vrai c'est un bug, donc on va le corriger, il s'acceptera des nombres, mais ça peut être utile par exemple si vous avez besoin de, je sais pas, de, outre changer le type de la donnée, rajouter, enrichir votre donnée, par exemple au moment du chargement de la page. Admettons que les maisons, dans la base de données, par exemple, elles aient uniquement une adresse postale, mais qu'on souhaite les afficher sur l'élément Google Maps. Nous, on a un élément Google Maps, mais il accepte que des latitudes et des longitudes. Et ce que vous pourriez faire, c'est utiliser un workflow à la page avec un itérator qui va passer sur chaque maison et utiliser une API qui va convertir cette adresse en latitude-longitude. Et vous pourrez raccrocher cette latitude-longitude à chaque maison, ce qui fait que vous l'aurez dans la donnée que vous allez utiliser. Par exemple, c'est un exemple qu'on pourrait faire. Hop. Oh, salut JP. Ça fait plaisir de te voir. Ok. Maintenant, qu'est-ce qu'on va faire? On va remettre notre recharge à 0. Pourquoi ça marche pas? Parce que je suis sur les manoirs. Voilà. Boum. Et on va créer une page qui servira à afficher les infos des maisons. Alors pour ce faire, je vais créer une nouvelle page que je vais appeler Property Details. Le path ce sera Property et on va créer une page vide. Premier truc qu'on va faire, on va rajouter direct notre navigation. Et la navigation, on n'a pas envie qu'elle... en fait, on a envie que quand elle est éditée sur une page, elle soit éditée sur toutes les pages. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans Duplicate Sections et on va reprendre la navigation de notre homepage. Et on va dire à WeWeb de ne pas créer une copie ici, mais de créer une instance. Ce qui fait qu'en fait, là, la navigation, c'est la même sur les deux pages. C'est le même composant. Et si je le change ici, il changera sur la home et vice versa. Ensuite, je vais rajouter une section... la section blank, elle est là. Voilà, donc une section vide. Et je vais un peu tricher, je vais prendre le design que j'ai fait sur mon projet fini plutôt que de tout faire de zéro pour vous montrer la logique. Voilà, je vais copier-coller ça. Je peux pas coller parce que je suis pas sur un bon élément. Je vais recharger, j'ai ma section blank qui apparaît pas. Ça, c'est un petit bug connu qu'on doit aussi fixer. Alors. Voilà, là, elle est là. Pourquoi il veut pas copier-coller? Attendez. Parce que là, je suis sur une autre page en même temps. Parce qu'en fait, il faut que tu... Enfin, si tu crées une div et que tu te mets au niveau de la div et que tu colles, je pense que ça fonctionnera. Parce qu'en fait, quand tu colles, ça colle... Quand là, tu es sur une section, donc ça veut coller une section. Et je sais pas si on peut coller. Ah oui, et puis en vrai, ça c'est une section, mais j'aimerais bien copier ma section, moi. Je suis un peu triste. Est-ce que je peux pas juste faire ça en mettant après la navigation? Non, je dois sélectionner un élément. Ok. Voilà. Bon, je suis obligé de sélectionner un élément précis. C'est pas du tout ce que je veux faire parce qu'il me l'a mis dans la navigation, mais c'est pas grave. Donc ce que je vais faire, je vais rajouter ma section en dessous. Voilà. Et les colonnes, je vais les mettre dans ma section. Voilà. Donc ça, c'est le hero. Le hero, c'est un peu ce qui est en haut de la page de Prelo qu'on a recopié. Il n'y a aucune logique. Donc là, vous voyez qu'en fait, le design n'a pas de sens. Parce qu'en fait, ce qui se passe chez eux, je peux vous montrer directement sur leur app. Ce sera plus simple. Il y a un effet assez stylé qu'ils ont fait. Qui est celui-ci. Alors attendez, je vais remettre en français. Hop. Voilà. Si on va sur une maison. Ici, vous voyez, en fait, la première image est affichée et toutes les autres sont ici. Quand on passe en hover, il y a une espèce d'icône avec un œil qui est assez stylé. Et en fait, quand on clique, ça change l'image de la maison là. Et
Et en fait, ici, elle est plus grisée. Et l'autre image est grisée. Et en fait, on voit laquelle on a sélectionné. Ce qui est assez cool. C'est très joli. Très Ouais. beau. Et ça, j'ai réussi à le refaire. J'étais pas peu fier. Parce qu'au début, je me demandais comment faire. Bon, j'avoue, Kevin m'a un peu aidé, un de nos devs. C'est qu'en gros, ici, ce qu'on va faire, c'est qu'on va afficher toutes les images. Et au-dessus de chaque image, je vais vous montrer ici dans les Flexbox. Donc là, l'image principale, c'est une image classique. Hein. Mais en fait, ici, ces images... Alors, c'est pas celui-là de conteneur que je veux. Ça m'apprendra à pas leur mettre de nom. Voilà, chaque image, en fait, a un overlay noir et un overlay avec l'icône. Et en fait, l'overlay noir, c'est juste une div qui est grisée, avec une opacité faible. Et l'overlay, c'est pareil, un icône qui n'apparaît que en hover. Normalement, si je vais ici et que l'icône, je vous le montre, je crois que si je vais sur... Il est en display none, si je me trompe pas. Je vais voir si ça fonctionne déjà. Ouais, voilà. En gros, il est... L'icône overlay n'est pas affiché. Si je vais dans display, je me cours toujours savoir où il est. Ouais, voilà. Non, il est en on, et c'est l'opacity qu'on change. Ok. Ouais, c'est ça qu'on avait fait, ok. L'opacité est à 0, donc on le voit pas. Par contre, en over, l'opacité est à 1, donc on le voit. Et on avait mis une petite animation, il me semble, avec Kevin pour que ça apparaisse un peu de manière naturelle. Ce qui fait que quand on passe dessus, voilà, il apparaît. Par contre, on voit que l'overlay gris, il est tout le temps affiché. Et en fait, on va devoir utiliser de la logique pour dire à WeWeb, affiche cet overlay uniquement quand l'image qui est affichée là n'est pas la même que celle qui est affichée ici. Alors avant de faire ça, on a une première chose à faire, c'est qu'on doit... Salut Peter, il y a Peter qui doit filer. Un petit state et hop, ouais, les states sont en cours. Mais ouais. Ouais, les states, on est en train de travailler dessus. Là, on va devoir tricher avec des workflows. Et merci beaucoup d'être passé. N'hésite pas, Ouais. si t'as des questions, des trucs, n'hésite pas à pinguer Quentin dans le Slack No Code France. Carrément. Et à la prochaine, du coup. Alors ça, pour ce faire, on va pas pouvoir lier l'image, tout simplement, à la maison qu'on souhaite afficher. Pourquoi? Parce qu'en fait, cette image, elle va changer. C'est que cette image, elle va changer selon si on clique sur un des éléments ici. Donc on va devoir en créer une variable. Mais je viens juste de me rendre compte qu'avant de créer cette variable, il faut que j'explique à WeWeb comment afficher la bonne maison ici, sur cette page. Donc pour ce faire, on va créer une page dynamique avec ce qu'on appelle une query string. Une query string, vous savez, c'est un peu les variables qui après un point d'interrogation. Pour illustrer ça, je vais vous sortir juste un Figma que j'ai fait pour la formation des experts de WeWeb. C'est les types de variables dans WeWeb et vous allez voir dedans il y a query string, vous allez comprendre. Alors forcément il me l'ouvre dans App Desktop, c'est pas grave. Voilà, là je vais zoomer. Pourquoi il veut pas zoomer? Figma Yaram, parce que j'ai trop de trucs d'ouvert sur mon ordi, c'est un plaisir. Voilà. En gros, ça c'est les types de données dans WeWeb. Donc une variable, et même un élément d'une collection, sont toujours d'un de ces types. Donc soit c'est du texte, donc vous voyez, c'est toujours entre guillemets, soit double ou simple. Ça peut être du texte court, long, oups là, je scrollais, désolé. Et ça c'est quand vous voulez stocker du texte. Soit de type nombre, donc les nombres c'est les entiers, donc par exemple 3, les décimaux, donc 4,7, ou les négatifs, moins 12, ou même les négatifs décimaux. Et attention en informatique, parce que j'ai vu Amine faire l'erreur, et je vois pas mal de monde le faire, mais même dans la plupart des outils no-code c'est le cas. En fait, ça c'est des variables qui existent dans les langages de programmation, et en informatique c'est pas la même chose. Donc si vous comparez, c'est ce qui était arrivé à Amine pendant son live, si vous comparez par exemple le chiffre 1 entre guillemets qui est du texte avec le nombre 1, l'ordinateur vous dira c'est pas la même chose. Donc il matchera pas dessus. Donc ce qu'il faut faire, c'est, on a des fonctions pour ça, c'est transformer le type de la variable. Parce que par exemple, si vous avez du texte avec uniquement écrit 1 ou un chiffre dedans, vous pouvez le transformer en nombre et l'ordinateur va comprendre. Et vice versa, vous pouvez changer un nombre en texte. Mais faites attention à ça, comparer un chiffre et un nombre, même si dans le texte il n'y a que le nombre, c'est pas la même chose. On a les booléens que vous connaissez bien, qu'on utilise pour afficher ou non des choses ou faire un filtre. Donc un booléen, c'est une variable qui peut être que vraie ou fausse. Historiquement, c'est une variable qui était stockée uniquement avec un 0 ou un 1, par exemple. Les objets,
c'est un peu comme les tableaux dans Airtable ou dans Excel. C'est en gros pour appeler, pour récupérer une valeur, on utilise la clé, donc le nom de la colonne. Donc si par exemple, dans cet objet, on demande la valeur de clé, on a valeur, la valeur de clé 2, on a valeur 2. Et ensuite, on a les listes ou les arrays qui sont différents des objets dans le sens où en fait, il n'y a pas de clé, il y a des index. C'est qu'en fait, elles ont un ordre spécifique et par exemple ici, c'est la première valeur, la deuxième, la troisième et ainsi de suite. Et pourquoi j'ai mis 0, 1, 2 ? Parce qu'en informatique, ce serait trop simple, on commence à compter à partir de 0. Donc la première valeur, elle est à l'index 0, la deuxième, elle est à l'index 1, et ainsi de suite. Et ce qui est cool avec les arrays, les listes, c'est qu'on peut mettre tout dedans. On peut mettre des chaînes de caractères, on peut mettre des chiffres, on peut mettre des booléens, on peut mettre des objets, on peut mettre des autres listes. Et en fait, le plus souvent, ce que vous récupérez via des API ou les collections, c'est des listes d'objets. Et le dernier truc, c'est les variables query string. Donc les query strings, c'est ce qu'il y a après les points d'interrogation que vous voyez souvent sur les sites web. Oui, tab dans Airtable, c'est un array d'objets. D'objets, ouais, parce que techniquement, on va pas rentrer dans les maths, mais c'est une matrice. Mais voilà, ceux qui ont fait un peu des maths il y a longtemps, un tableau, comme il y a dans Airtable ou dans Excel, c'est une liste d'objets. Et query, c'est point d'interrogation, clé égale valeur. Donc typiquement, il y a ça beaucoup dans les URL. Et en fait, on peut récupérer ces variables pour aussi matcher selon la valeur. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va utiliser une query string pour dire affiche sur la page la maison dont, par exemple, l'ID est égal à la valeur, et la valeur, ce sera l'ID dans Airtable de cette maison, et on saura qu'on doit afficher cette maison exclusivement et pas une autre. Donc pour ce faire, hop, mon ordi qui commence à ramer, j'ai trop de J'allais trucs dire, sois ouverts. sympa avec ton ordi. Ferme ce Figma. Mais Figma, attends, faut que je le ferme complètement. Ou alors je demande un nouvel ordi à Raph. Je sais pas s'il voit le live. Parce que la PLS est totale là. Je vais retourner sur la home. Je vais créer une variable. Donc ici dans variable, je vais rajouter une variable de type query. Et on va l'appeler property ID. La valeur sera rien du tout. Et en fait, c'est vraiment une variable query string. Donc ce que va faire WeWeb, c'est que dans l'URL, il va essayer de trouver ce texte et de le matcher à une valeur. Et automatiquement, il va prendre la valeur et la mettre dans la variable. Donc, je vais vous montrer ça assez simplement. Là, vous voyez que c'est vide. Mais si par exemple ici, je rajoute un point d'interrogation avec property underscore ID égale Toto, par exemple, et que je recharge ma page, normalement, la variable aura la valeur Toto. Je vais vous montrer ça tout de suite. Si je vais dans Navigator, dans variable, vous voyez ici property ID, il a la valeur Toto. Donc là, on peut récupérer de la donnée à partir d'une URL. Et ce qu'on va faire, nous, c'est qu'on va passer, comme je l'ai appelé property ID, on va passer l'ID de la propriété. Juste recharger ma collection. Hop là. Ok. Donc là, je vais me mettre sur une carte de maison, n'importe laquelle, parce que comme on est dans une collection list, techniquement, c'est toutes les mêmes cartes. Et je vais rajouter un workflow. Et je vais l'appeler go to property page. On va faire en sorte que quand on clique, on aille sur la bonne page. Donc pour ce faire, on va choisir l'action change page. On va sélectionner la page property details. Et en paramètre, on va rajouter property ID qui est égal à la variable property ID. Et avant de faire ça, ce qu'il faut que je fasse, parce que là j'ai oublié, c'est qu'en fait je lui envoie une variable, mais la variable elle va être nulle. C'est qu'il faut que je rajoute une étape où je vais stocker dans ma variable property ID, qui est ma query string, l'ID de la maison sur laquelle on vient de cliquer. Donc je vais le lier. Là vous voyez qu'on est bien dans le contenu de la maison, parce qu'on est dans une collection list, et WeWeb a compris qu'en fait on voulait le contenu qu'il y avait dans cette maison. Et là je vais prendre l'ID. Donc là ce que je fais, c'est que je stocke l'ID de la maison dans la variable, et ensuite je la passe à la page, et je vais pouvoir la récupérer sur la page suivante pour récupérer la bonne maison. Donc si je fais ça, je ferme
mon workflow, je vais en preview, je clique sur n'importe quelle carte, et vous voyez ce qui se passait en haut là? J'ai bien property ID égale l'ID Airtable de la maison sur laquelle je viens de cliquer. Du coup, ce que je peux faire maintenant, il y a plusieurs moyens de le faire. C'est soit créer une nouvelle collection qui contient uniquement la maison qui a été sélectionnée, soit filtrer la collection de toutes les maisons sur la maison qui a cette ID. Mais ce que je vais faire, moi, ce qui est assez simple, je vais créer une nouvelle collection. Donc, je vais l'appeler Selected Property. Hop, Preload. Je vais choisir Property, Continue. Là, je vais pas mettre de pagination. Et ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer sur l'ID de la maison, qui est exactement l'ID qui est dans l'URL, donc de la query string. Donc vous voyez le Property ID. Et si je fais ça, j'ai bien qu'une seule maison, celle qu'on a sélectionnée. Et maintenant, ce que je peux faire sur ma page, c'est n'importe quel élément, par exemple le texte ici, le lier à la maison qui a été sélectionnée. Donc si là je vais dans Selected Property, vous voyez que j'ai qu'un seul élément, donc la maison. Je vais dans la donnée et je prends son nom par exemple. Et là, ancienne grande il manque un mot d'ailleurs, c'est ancienne grande maison rénovée à Mondreville. Mais si je retourne sur ma page, ma home page, je sélectionne une autre maison, par exemple ancien relais de poste après elle. Vous voyez que l'ID a changé, et là j'ai bien ancien relais de poste après elle. Donc c'est dynamique. Maintenant, qu'est-ce qu'on voulait faire? On voulait faire en sorte que cette image affiche la première image dans la liste des images de la maison. Là, si vous voyez, dans les maisons, à chaque fois on a plusieurs images, mais on veut la première. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais créer une variable. Je vais l'appeler main_image de type texte, et en fait cette image va contenir l'URL de l'image à afficher. J'ai appuyé sur le jouet de ma chienne, je me suis surpris tout seul. C'est un peu le bordel, il y a des jouets partout de chiens en dessous de moi, c'est... En ce temps-là, elle continue de dormir, je suis sûre. Elle dort sur le canapé, on dirait un renard. Ça l'a pas du tout perturbé. Et ce que je vais faire, c'est que dans cette variable, je vais mettre l'URL de la première image. Et pour ce faire, comme c'est dynamique à chaque fois qu'on change de page, je vais créer un workflow à la page. Donc je vais cliquer ici sur le nom de ma page. Je vais trigger un workflow, ajouter un workflow. Quand la page se charge, une fois que les collections sont chargées, donc on page load, j'ai pas besoin de faire... Enfin, il faut pas que je le fasse avant de fetch les collections, parce que j'ai besoin d'avoir les données de la maison déjà. Je vais changer la valeur de ma variable main_image par selected property data. Là, je vais dans images 0, donc la première image, et je vais prendre son URL. Et là, je sauvegarde. Ce qui fait qu'en fait, quand la page s'exécute, je vais vous montrer les... Hop, ici main_image est vide, mais si par exemple je recharge, vous allez voir que main_image va être populé, va être rempli avec l'URL de la première image. Donc là, je vais là, voilà, donc là j'ai une URL. Et maintenant, ce que je peux faire, c'est cliquer sur cet élément, aller dans la background image, le lier, et je le lie à ma variable main_image. Et pourquoi j'ai fait ça? Tout simplement parce que ici, sur ce container, je vais rajouter toutes les images, et quand je clique, je vais changer la valeur de la variable, ce qui fait que ça va changer l'image qui est affichée. Donc là, je vais dans, hop, ici, mes colonnes, flexbox, et là, normalement, j'ai mes images, voilà. Donc là, c'est un container, donc ce que je peux faire, c'est que je peux le lier à une liste d'images. Je vais le lier à toutes les images de la maison qui est sélectionnée actuellement. Donc là, je vais sur Images. Voilà. Maintenant, je peux aller sur chaque image, changer la background image pour prendre l'URL. Et vous voyez, là, j'ai toutes les images qui sont affichées. Maintenant, ce que je peux faire, c'est ajouter un workflow quand on clique. Donc, on-click. Je vais changer la valeur de la variable, pardon, main_image, et je vais le lier
à l'URL de l'image sur laquelle on a cliqué. Et si je fais ça déjà, normalement, quand je clique, vous voyez, ça change l'image principale. Donc là, on a pratiquement toute la logique. Il nous reste une chose à faire. Si je vais sur mon image ici, que je vais sur l'overlay dark, comme j'en avais parlé, vous voyez que là, si je vais dans display et que je l'enlève, il s'affiche plus. Mais comme tous les éléments de CSS de WeWeb, je peux le lier à une formule. Et ce que je vais faire, c'est que je vais le lier au fait que l'URL de l'image qui est dans ma collection list ici, là, qui est dans ma liste, est différent de l'URL qui est dans l'image principale. Parce qu'en fait, si c'est différent, c'est pas la même image, donc il faut afficher le gris. Si c'est la même image, c'est la même URL, donc on n'affiche pas. Voilà, et si je fais ça, vous voyez, quand je clique, Salut Xavier, à ça bientôt. change le gris. Moi, je trouve ça beaucoup trop stylé. Je trouve ça, enfin, je le dis, je pense à presque chaque live, mais c'est le genre Ouais, de j'avoue truc. que la première fois que j'ai fait, j'étais en mode waouh. Ah, c'est Ce qui est trop cool, bien, c'est c'est que totalement kiffé. t'as juste à changer une variable, t'as pas besoin de réexpliquer, en fait tu changes l'élément qui est à côté, parce que l'élément il est lié à une variable, donc dès qu'elle change, ça change automatiquement. Ouais, c'est trop Et c'est bien. ça que j'aime bien, c'est le côté réactif en mode web app, où oui on fait des workflows, mais une fois qu'on a des variables et que des éléments dépendent de variables ou de formules, dès que ces éléments ou variables ou formules changent, l'élément va changer visuellement sur ta page, t'as pas besoin de lui dire réagis à ça en fait. Et ça je trouve ça cool. Coco est d'accord. Nice. Il y a le point d'équipe qui vient d'arriver, hop, j'ai mes petites notifs. Il est 59, donc on va se laisser là-dessus. Et ce qu'on fera la prochaine fois, c'est qu'on continuera cette page pour ajouter aussi le petit calculateur. Ils ont un petit calculateur de prix qu'on fera nous-mêmes avec la logique dans le front. On fera le système de like, dislike, enfin unlike plutôt, selon les utilisateurs, et on ajoutera les utilisateurs. Bien. Hop. Donc voilà, j'espère que ça vous aura plu. On a pas mal avancé, c'est cool. J'ai trop kiffé que vous ayez posé des questions et on soit mis des petits challenges à certains moments. C'était vraiment cool, n'hésitez pas à le refaire la prochaine fois. Parce que même nous, ça nous fait l'exercice mental et je trouve ça trop fun. Et sur ce, bah, je vous dis à plus, à la semaine prochaine pour la suite, sur un nouveau live. N'hésitez pas toujours à vous abonner à No Code France sur Twitch, à venir nous parler sur le channel WeWeb, sur le Slack No Code France, c'est notre communauté francophone officielle. On vous y répondra le plus vite possible. Et sur ce, je vous dis à plus et à bientôt pour un prochain live. Ciao. Salut, à tout près, Coco.